Chapitre 3. Bien-être psychologique. Améliorer l'expérience de trading. Le bonheur est le sens et le but de la vie, le but est la finalité de l'existence humaine. Aristote. Des recherches récentes sur ce que l'on appelle la psychologie positive ont permis de mieux comprendre l'importance du bien-être, une expérience émotionnelle positive. Gérer le stress et minimiser la détresse ne suffit pas. Pour maximiser nos performances, il est essentiel d'optimiser notre concentration, notre motivation et notre énergie. Combien de fois ai-je vu des traders rater des transactions ou ne pas se préparer adéquatement pour la journée, simplement parce qu'ils étaient épuisés, incapables d'atteindre leur plein potentiel? Un athlète olympique n'envisagerait jamais de se présenter à son événement en moins bonne forme physique. Trop souvent, cependant, les traders risquent leur capital après avoir manqué de sommeil, s'être épuisés ou avoir été distraits. La façon dont vous gérerez votre trading dépendra, en partie, de la façon dont vous gérerez le reste de votre vie. Mais qu'est-ce que le bien-être et comment l'optimiser? De nombreuses recherches, menées pour la plupart au cours de la dernière décennie et méconnues des traders et même des coachs, nous aident à répondre à ces questions. Voyons comment vous pouvez vous coacher pour vivre des expériences et des performances plus positives. Leçon 21. L'importance de se sentir bien. L'une des variables les plus surestimées en psychologie du trading est la passion pour le trading, ou pour les marchés. La passion auto-déclarée revêt une signification très différente selon les individus. Mon expérience montre qu'elle n'est que faiblement corrélée à l'intensité des efforts fournis par les traders. Les traders avides de profit, ceux qui abordent les marchés de manière addictive, ceux qui vivent et respirent les marchés 24h/24 et 7j/7, tous peuvent revendiquer une passion particulière pour leur métier. Ces passions peuvent favoriser, ou non, un trading performant et un apprentissage positif. L'envie et la motivation sont nécessaires, mais pas suffisantes, pour réussir en trading. Plutôt que de se concentrer sur la passion, les traders feraient mieux de réfléchir à la tonalité émotionnelle globale de leur expérience sur les marchés. En étudiant et en négociant les marchés, ainsi qu'en travaillant sur leurs compétences de trading, ressentez-vous un réel bonheur, une réelle satisfaction et une réelle motivation? Prenez-vous vraiment plaisir à ce que vous faites? Cet aspect positif de l'expérience émotionnelle est ce que les psychologues appellent le bien-être psychologique. Une personne jouissant d'un bien-être élevé ressent fréquemment les symptômes suivants. Une humeur positive, bonheur. Attente favorable, optimisme. Un état physique positif, énergie. Une évaluation positive de soi et de la vie, épanouissement. Des relations positives avec les autres, affection. Aucun de nous ne ressent ces choses en permanence. En effet, nombre de ces 5 facteurs peuvent fluctuer selon les circonstances. Pourtant, des recherches en psychologie suggèrent que certains d'entre nous ressentent un bien-être nettement supérieur à d'autres. Une partie de cette variation peut être attribuée à des traits de personnalité innés, présents dans diverses circonstances de la vie. D'autres variations peuvent être attribuées à notre environnement, notamment à la mesure dans laquelle celui-ci satisfait ou frustre nos besoins et confirme ou contredit nos valeurs. Une grande partie du bien-être psychologique dépend de l'adéquation entre une personne et son environnement social et professionnel. Lorsqu'une personne est chroniquement incapable d'éprouver des émotions positives, on peut suspecter la présence d'un trouble émotionnel, comme la dysthymie, une forme de dépression. D'autres problèmes émotionnels, notamment les troubles anxieux, peuvent être suffisamment envahissants pour empêcher les personnes de ressentir de la joie et de la satisfaction. Dans de telles circonstances, il est important de consulter un professionnel de la santé mentale expérimenté et agréé. Souvent, des approches thérapeutiques très concrètes, parfois associées à un traitement médicamenteux, peuvent faire une grande différence lorsque des problèmes chroniques interfèrent avec une expérience de vie positive. Il n'est pas nécessaire d'être activement déprimé, pleurs, incapacité à sortir du lit, idées suicidaires, pour bénéficier d'une aide psychologique en cas d'absence chronique d'émotions positives. Les ressources du chapitre 1 incluent une source d'orientation vers des thérapies brèves par l'intermédiaire du Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Cependant, la majorité des gens éprouvent des équilibres variables d'émotions positives et négatives selon les circonstances de la vie. Lorsque leur vie répond à leurs valeurs et à leurs besoins, ils apprécient les émotions mentionnées ci-dessus. Lorsque la vie ne répond pas à leurs besoins, ils réagissent par le malheur, la frustration et une baisse d'énergie. En ce sens, les émotions positives servent de baromètre de la vie, nous indiquant dans quelle mesure nous faisons ce qui est bien pour nous. Vous comprenez donc pourquoi les émotions positives sont si importantes en trading. Si vous tradez bien, apprenez, progressez et réussissez, vos émotions positives devraient l'emporter sur les négatives au fil du temps. L'expérience émotionnelle dominante de votre travail devrait être la fierté,
la satisfaction et le sentiment d'accomplissement qui vous donnent énergie et optimisme. Si vous ne tradez pas bien, si vous ne progressez pas et ne vous développez pas en tant que trader, et si vos efforts ne portent pas leurs fruits, votre expérience du trading risque d'être plus négative. Vous ressentirez moins de satisfaction, d'énergie et d'optimisme que de frustration, de surcharge et de découragement. C'est important, car l'énergie et l'optimisme générés par le bonheur et l'épanouissement personnel soutiennent la courbe d'apprentissage du trader. Ils stimulent la concentration et l'aident à fournir les efforts supplémentaires nécessaires à une meilleure internalisation des schémas. Le trader qui maintient un niveau de bien-être élevé est plus à même d'avoir la confiance nécessaire pour poursuivre activement les transactions intéressantes et abandonner les transactions marginales. Le trader dont l'expérience émotionnelle est positive est moins susceptible de réaliser des transactions impulsives par frustration et plus susceptible de développer la résilience nécessaire pour surmonter les périodes de perte. En bref, se sentir bien est essentiel à la performance, car nous fonctionnons mieux cognitivement dans des conditions de bien-être émotionnel. Le bien-être émotionnel nourrit l'efficacité cognitive. Nous pensons mieux lorsque nous nous sentons bien. En tant que coach de trading, une étape constructive consiste à suivre votre expérience émotionnelle au fil du temps. Une simple liste de contrôle des adjectifs, remplie à la fin de chaque journée de trading, peut vous aider à déterminer si vous êtes dans la zone émotionnelle ou à contre-courant. Une de ces listes est illustrée à la figure 3.1. Cochez l'adjectif qui correspond le mieux à ce que vous ressentez actuellement. Heureux, neutre, malheureux. Satisfait, neutre, insatisfait. Énergique, neutre, délabré. Optimiste, neutre, pessimiste. Concentré, neutre, dispersé. Calme, neutre, stressé. Compétent, neutre, incompétent. Croissance, neutre, stagnation. Notation. Pour chaque premier adjectif de la série que vous cochez, attribuez-vous un score de +1. Pour chaque réponse, neutre, comptez 0. Pour chaque troisième adjectif que vous cochez, attribuez-vous un score de -1. Additionnez le total. Si votre score total est de +4 ou plus, vous devez identifier ce que vous faites bien pour maintenir une humeur positive et peut-être même en faire plus. Si votre score est de -4 ou moins, vous devez identifier ce que vous faites mal pour maintenir une humeur négative. Si votre score est relativement neutre, vous devez suivre ces deux étapes, identifier ce que vous faites pour vous apporter des expériences positives et ce que vous faites pour vous en priver. En adaptant vos activités quotidiennes, vous pouvez faire pencher la balance entre émotions positives et négatives. Il n'est pas nécessaire de se sentir bien après chaque journée de trading. C'est irréaliste. L'important est plutôt de trouver un équilibre, au fil du temps, entre émotions positives et négatives. Si vous vous sentez plus souvent mal à la fin de vos journées de trading que bien, c'est un signe clair que vous ne tradez pas bien, que les marchés ont évolué d'une manière à laquelle vous ne vous êtes pas adapté, ou que vous ne progressez pas suffisamment dans votre apprentissage avec des objectifs clairs et atteignables. Prendre sa température émotionnelle à la fin de chaque journée de trading permet également de mieux observer les comportements de trading spécifiques qui favorisent ou dégradent votre morale. J'ai appris à limiter mes pertes sur les transactions lorsque j'ai pleinement réalisé, par ma propre expérience, que des pertes importantes non seulement réduisaient mes rendements annuels, mais ruinaient aussi mon amour et mon intérêt pour le trading. J'ai également appris à me concentrer sur mes points forts en trading lorsque j'ai réalisé qu'ils me procuraient un profond sentiment d'accomplissement au fil du temps. L'idée de trader sans émotion est une illusion. Tant que nous nous soucions de nos performances, nos émotions seront sollicitées lorsque nous mettrons notre capital en jeu pour poursuivre nos objectifs. Cet engagement émotionnel peut jouer en notre faveur si, grâce à notre auto-coaching, nous entretenons un état émotionnel positif, révélant ainsi le meilleur de nous-mêmes. Indice de coaching. Soyez particulièrement attentif à votre bien-être lors des grandes transitions de vie. Naissance d'un enfant, achat d'une nouvelle maison, déménagement, séparation, décès d'un proche, maladie grave, etc. Ces périodes de transition sont souvent aussi source de stress et de perte de bien-être. Même des événements apparemment heureux, comme une naissance, peuvent accentuer la pression sur les performances et réduire le sommeil. Les changements financiers défavorables sont particulièrement problématiques à cet égard. Envisagez de réduire le risque de trading jusqu'à ce que ces situations soient mises en perspective et traitées de manière adéquate. Leçon 22. Construisez votre bonheur. La joie et le contentement sont deux composantes essentielles du bien-être psychologique. Il est important d'éprouver des sentiments positifs à l'égard de ce que l'on fait, mais il est également crucial d'éprouver un certain contentement dans sa vie. Ensemble, joie et contentement engendrent un sentiment de bonheur durable. Comme l'indique la citation d'Aristote au début de ce chapitre,
le bonheur est au cœur de la vie. Lorsque les philosophes grecs parlaient de bonheur, ils ne faisaient pas simplement référence à une humeur positive et ensoleillée. Le bonheur était intimement lié à l'épanouissement, le sentiment d'actualiser son potentiel et d'être la personne que l'on est capable de devenir. Une personne heureuse, dans ce sens, peut traverser des périodes de tristesse, de perte, d'anxiété et de frustration. En effet, il est difficile d'imaginer une vie axée sur des objectifs qui ne rencontrent pas de tels obstacles. Ce qui contribue au bonheur, cependant, est le sentiment profond d'être sur la bonne voie, le sentiment de faire ce que l'on est censé faire. Dans ce contexte, l'opposé du bonheur d'Aristote n'est pas la tristesse, mais plutôt un certain type de mal-être émotionnel, une culpabilité existentielle, vague mais omniprésente, de laisser passer les opportunités de la vie, de se contenter de moins que ce qui est légitime. On a beaucoup écrit sur les expériences émotionnelles négatives que sont la colère, l'anxiété et la dépression, mais peu sur ce type de culpabilité tenace. Moins dramatique qu'une réaction de panique ou un accès de colère, elle peut être tout aussi dévastatrice par sa corrosivité obsédante. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, avoir l'impression de se sous-estimer dans sa carrière, ses relations amoureuses et son développement personnel, il est difficile d'imaginer une confiance et une estime de soi durable fondées sur de telles fondations. À l'inverse, on ressent une satisfaction particulière lorsqu'on est plongé dans une activité véritablement épanouissante. En tant que psychologue, ces moments où tout s'enchaîne et où je peux apporter une contribution significative à la vie de quelqu'un sont des affirmations qui me guident tout au long de nombreuses séances de travail lent, progressif et difficile. De même, préparer une idée de trading ambitieuse, la mettre en œuvre selon un plan, puis la voir fructifier procure un bonheur impossible à atteindre avec les mêmes profits obtenus par une transaction impulsive. L'orgueil, non pas comme une arrogance excessive, mais comme une conviction profonde de la justesse de ses choix, est une manifestation importante du bonheur selon Aristote. Malheureusement, participer au marché financier n'apporte pas cet épanouissement à de nombreux traders. Certes, ils éprouvent du plaisir à gagner de l'argent et de la souffrance à en perdre. Mais il leur manque ce profond sentiment de satisfaction et de joie que seuls ceux qui poursuivent une vocation peuvent ressentir. En effet, ils espèrent que les profits apporteront le bonheur, alors qu'en réalité, la relation fonctionne exactement à l'inverse. Nous tirons profit de nos efforts en recherchant le bonheur. De même que les conquêtes sexuelles ne peuvent procurer le bonheur d'une relation épanouissante et que gagner à la loterie ne peut apporter l'expérience nécessaire à celui qui crée une entreprise, les profits réalisés sur les transactions ne constituent pas le principal moteur émotionnel d'une carrière de trader. Ils en sont les heureux résultats, et non les causes. Malheureusement, de nombreux traders recherchent les marchés par des moyens qui ne les épanouissent pas. Ils recherchent le profit comme un dragueur recherche le sexe. Parfois, ils réussissent, parfois non. Leurs efforts n'ont cependant rien de cumulatif, ils ne construisent pas plus une carrière que le pilier de barre ne construit de relations significatives. Souvent, les traders ressentent une culpabilité existentielle tenace. Ils réalisent que des heures et des heures passées devant un écran n'apportent que peu, voire aucune, de valeur économique, et ne procurent pas non plus de sens ni de satisfaction durable. Ce n'est pas qu'ils soient nécessairement anxieux, déprimés ou frustrés. Ils sont simplement vides. On reconnaît un trader heureux à son immersion totale dans le processus de trading et à son épanouissement même lorsque les marchés sont fermés. Je suis quotidiennement le trafic du blog TraderFeed et constate depuis longtemps une chute brutale du nombre de visiteurs à la fermeture des marchés le vendredi et pendant le week-end. Après tout, à quoi bon les marchés s'ils ne sont ni ouverts ni actifs ? C'est l'état d'esprit du trader de bar. Le trader heureux trouve du plaisir à étudier et à comprendre les marchés, à se préparer pour la journée et la semaine suivante, à analyser les résultats de trading et à optimiser les performances, et à générer de nouvelles idées et méthodes. La distinction entre semaine et week-end est aussi insignifiante pour un tel trader qu'elle le serait pour un artiste passionné ou un scientifique de laboratoire. Il n'est d'ailleurs pas rare que ces traders augmentent leur lecture le soir et le week-end. Ils sont immergés dans le processus de trading dans son intégralité, et pas seulement dans celui de la monétisation. Vous saurez que vous recherchez votre bonheur lorsque vous serez tellement investi dans ce que vous faites que vous ne voudrez pas le limiter à vos heures de travail. Lorsque vous êtes amoureux de la bonne personne, cet amour imprègne toutes vos activités, pas seulement celles en boîte ou dans votre chambre. Lorsque vous trouvez un profond épanouissement sur les marchés, vous vivez pleinement les marchés, et pas seulement lorsqu'ils vous rapportent. Un exercice d'auto-évaluation utile à réaliser la semaine prochaine consiste à noter vos heures passées à trader en dehors des heures de marché officielles et à évaluer votre ressenti pendant ces périodes. Ressentez-vous des explosions de joie lorsque vous découvrez de nouvelles tendances et idées ?
Ressentez-vous un profond sentiment de maîtrise et de fierté lorsque vous travaillez sur vous-même et améliorez votre art? Vos efforts constants pour comprendre les marchés et améliorer vos performances vous procurent-ils un sentiment de fierté et de satisfaction? Si vous ne consacrez pas autant de temps au trading en dehors des heures de marché officielles que pendant celles-ci, le trading n'est probablement pas votre vocation. Imaginez un prêtre qui ne consacrerait son temps à sa religion que de 9h à 17h? Un artiste qui ne peindrait que pendant les expositions? Lorsque le trading fait véritablement partie de vous, contribuant à votre bonheur, vous êtes plus susceptible de vous immerger dans des activités qui développent vos compétences et favorisent la reconnaissance de schémas. La réussite en trading repose en grande partie sur le fait de trouver le créneau qui entretient cette immersion. Le trading peut être un excellent métier et une carrière potentiellement lucrative, mais seulement s'il s'agit aussi d'une vocation. Indice de coaching. De nombreux traders confondent satisfaction et épanouissement avec paresse et autosatisfaction. Par crainte de se laisser aller, ils résistent à l'expérience du contentement. De ce fait, ils sont souvent insatisfaits de leur progrès et s'enfoncent dans la frustration et ses effets sur le trading. On peut être satisfait de ses progrès tout en restant motivé pour aller de l'avant. L'essentiel est de se fixer des objectifs à court et à long terme, afin de savourer la satisfaction d'atteindre un objectif immédiat, tout en restant motivé pour les objectifs plus ambitieux. Leçon 23. Entrer dans la zone. La plupart des traders expérimentés connaissent ce sentiment d'être dans la zone. Ils voient les marchés avec une telle clarté que prendre les bonnes décisions semble facile. Le psychologue Abraham Maslow qualifiait ces moments d'expérience de pointe. Le chercheur Mihaly Csikszentmihalyi les appelle des périodes de flux. La caractéristique de cette zone réside dans le fait que l'individu se sent en harmonie avec sa performance, exécutant ses compétences avec une grande compétence, apparemment sans effort conscient. La zone n'est pas un état émotionnel, bien qu'elle procure un sentiment de bien-être émotionnel et puisse certainement être perturbée par des états émotionnels négatifs. Entrer dans la zone requiert une immersion, une concentration totale sur ce que l'on fait. En ce sens, la zone est un état d'attention accrue. Elle résulte d'une concentration et d'une implication totale dans une activité. Notez que nous pouvons agir automatiquement, et même avec habileté, sans être immergés dans notre activité et sans ressentir la zone. Les tâches répétitives et routinières, comme conduire une voiture sur une route déserte ou marcher en ville, ne requièrent pas d'attention particulière et n'apportent généralement pas de bien-être. Pour entrer dans la zone, il faut déployer un effort mental sur une tâche qui absorbe toute notre attention. Bien que la performance dans la zone puisse sembler aisée, elle est loin d'être robotique. Plutôt, dans « Améliorer la performance des traders », j'ai souligné l'importance de la niche, performer dans un domaine qui correspond à ses talents, ses compétences et ses centres d'intérêt. Un bon indicateur de son aptitude à opérer dans sa niche est le temps passé dans cette zone de concentration en étant en phase de performance. Ces moments de fluidité sont relativement fréquents lorsque j'écris. Je travaille rarement à partir d'un plan détaillé. Je préfère réfléchir à un sujet et laisser mes pensées et mes mots s'exprimer au fur et à mesure de ma rédaction. De même, lorsque j'accompagne une personne en thérapie, je suis entièrement concentré sur ce qu'elle dit, ce que cela signifie et comment utiliser les informations pour l'aider. Il n'est pas rare que le temps passe si vite lors d'une réunion. Je suis tellement absorbé par l'interaction que j'en perds la notion du temps. Je me retrouve le plus souvent dans cette zone de concentration en trading lorsque je m'intéresse activement au marché, en m'immergeant dans mes recherches, et que j'applique ces connaissances à des transactions à court terme. Dans un sens important, c'est l'aspect résolution d'énigmes du trading, et non le placement des ordres eux-mêmes, qui capte mon attention. Si j'essaie de trader de manière mécanique sans m'impliquer dans la résolution de problèmes, je trouve le trading psychologiquement nocif. C'est comme discuter avec des gens dans un contexte social superficiel. Il n'y a pas de matière sur le plan cognitif. Mon attention reste inactive et je reste hors de ma zone de confort. L'un des schémas psychologiques les plus néfastes que j'observe chez les traders est leur tendance à créer une zone de contrefaçon en prenant des risques excessifs. Autrement dit, les traders ne s'intéressent pas intrinsèquement au marché et au processus de trading. Ils cherchent donc à susciter l'intérêt et l'attention en misant massivement sur des idées de trading. C'est problématique pour des raisons évidentes. Cela expose les traders à des pertes démesurées et à un risque potentiel de ruine. Psychologiquement, cependant, c'est également désastreux. Une fois habitué à un niveau de risque, un niveau plus élevé est nécessaire pour capter l'attention et l'intérêt, tout comme les toxicomanes ont besoin de doses plus importantes d'une drogue pour atteindre l'euphorie. Le trader qui a besoin de l'excitation du risque pour maintenir son intérêt pour le trading finit par exploser. Il s'agit bien d'une addiction, et non d'une passion pour les marchés. Pour en savoir plus sur les addictions au trading,
Consultez la section « Améliorer les performances des traders » et cliquez ici. http://2006/20heartfelt-wen-wen-trading.html. L'un des moyens les plus efficaces de sortir d'un état de flow, ou d'en empêcher l'émergence, est de se concentrer sur soi plutôt que sur sa performance. Impossible de se plonger dans une relation sexuelle si l'on s'inquiète de ses performances sexuelles. Impossible d'atteindre la zone idéale lors d'une performance sportive si l'on se met la pression pour battre un record. Le trader qui se concentre sur ses profits et pertes pendant la transaction n'est plus, à ce niveau, concentré sur le marché. La dynamique de l'anxiété liée à la performance, penser à sa performance pendant qu'on joue, est vouée à l'échec si l'objectif est d'évoluer dans cette zone. Lorsque j'ai écrit mon premier livre sur le commerce, j'ai décidé de terminer le manuscrit avant même d'avoir signé un contrat avec mon éditeur. Je souhaitais certes que le texte soit publié, mais je ne l'écrivais pas pour des droits d'auteur ou une reconnaissance. Ce livre a été écrit pour moi, pour clarifier mes idées et contribuer au corpus des connaissances dans le domaine. En écrivant de cette manière, je n'avais pas à me soucier de la réaction du lectorat à mes idées, de l'intérêt des éditeurs pour mon travail, etc. Je pouvais me concentrer uniquement sur l'écriture. Il est extrêmement difficile d'avoir besoin de bien performer et de rester absorbé par la performance. Le moyen le plus sûr de gâcher mon expérience d'écriture, et mes livres, aurait été de partager mon attention entre la génération, l'écriture d'idées et la spéculation sur leur réception. Lorsque la performance devient un besoin impérieux, et non plus un désir sincère, il est presque impossible de reléguer le résultat de la performance au second plan et de se concentrer uniquement sur la performance. Il en va de même pour le trader. S'il doit gagner de l'argent, il lui est difficile de résister aux fluctuations du marché et de rester concentré sur l'exécution de ses idées et plans de trading. Si le trading d'aujourd'hui est nécessaire pour assurer la subsistance et le logement de demain, il ne peut y avoir de zone de confort. L'anxiété prend naturellement le dessus dès que les profits sont menacés. De même, si je m'attache psychologiquement à la rentabilité, basant mon estime de soi et mon identité sur mes résultats de trading, je ne contrôle plus mon expérience de trading. Les fluctuations du marché sont susceptibles de contrôler mes émotions. L'expérience du flow exige un minimum de contrôle sur ce que nous faisons. Une autre analogie éclairera peut-être la question. Ma femme Margie et moi avons récemment investi une somme importante dans des obligations exonérées d'impôts, profitant d'une situation où leur rendement avait explosé au-dessus des rendements correspondants des bons du Trésor et des certificats de dépôt, imposables. Notre objectif était de verrouiller ces positions comme des placements, et non comme des transactions à court terme. À terme, nous pensions bénéficier de rendements attractifs et d'une possible appréciation du capital, les rendements exonérés d'impôts s'alignant sur ceux des instruments imposables. Nous pouvions réaliser cet investissement sans difficulté, car il représentait moins de 10% de notre épargne. Le reste de notre capital était diversifié dans d'autres placements, ce qui nous a profité, même si nos obligations pouvaient évoluer défavorablement à court terme. Nous avons pu rester concentrés sur notre plan d'investissement global, car notre diversification nous permettait de ne pas avoir besoin d'une seule position pour obtenir des résultats exceptionnels. La diversification, dans la vie comme sur les marchés, réduit la pression de la performance et nous permet de nous concentrer pleinement sur ce que nous faisons. De même, un trader qui risque une petite partie de son compte sur une transaction peut se concentrer sur l'exécution d'un plan de trading global, car il n'y a aucune exigence absolue que cette position fonctionne, ni aucune menace sérieuse en cas d'échec. Il s'agit d'un paradoxe psychologique. Pour mieux se concentrer sur une performance particulière, il est utile de diversifier ses performances. Si j'ai une expérience réussie en tant que père, mari et psychologue, je n'ai pas besoin que mes livres se vendent bien ni que mes transactions soient rentables. C'est précisément cette diversification émotionnelle qui me permet de rester concentré sur mon écriture et mon trading et d'en tirer des rendements satisfaisants. En tant que coach de trading, vous n'avez pas besoin de consacrer toujours plus de temps, d'efforts et d'émotions au marché. En effet, mettre tous vos œufs psychologiques dans le panier du trading est le meilleur moyen de vous épuiser et de rester hors de votre zone de performance. Au contraire, la meilleure façon de vous coacher est de faire du trading une activité enrichissante parmi tant d'autres. Vous pouvez également privilégier les centres d'intérêt spirituels, artistiques, sportifs, la vie sociale, la vie intellectuelle, la famille, la communauté et les loisirs. Une vie bien remplie de ces aspects vous permettra de mieux gérer les fluctuations de vos performances en trading.
Vous n'avez plus besoin de trader à un moment précis, ce qui vous permettra de vous concentrer davantage sur le processus de trading et de générer et exécuter de bonnes transactions. Voici donc votre tâche. Attribuez-vous une note à l'intérêt et à la satisfaction que vous tirez des domaines de votre vie mentionnés ci-dessus. Vos sources de bien-être sont-elles diversifiées? Choisissez ensuite un domaine à cultiver pour améliorer votre diversification émotionnelle. Non seulement vous découvrirez une nouvelle source de plaisir et d'accomplissement, mais vous poserez également les bases psychologiques, un sentiment intérieur de sécurité et d'épanouissement, pour atteindre et maintenir votre zone de performance. Indice de coaching. Faites de courtes pauses loin de l'écran de trading. Ces pauses peuvent être un excellent moyen de se recentrer et de prendre du recul par rapport aux marchés difficiles. Certaines des meilleures pauses sont celles qui sont vraiment absorbantes et qui vous permettent de vous immerger dans une autre dimension que le trading. L'exercice physique en est un exemple, tout comme discuter avec des personnes que vous appréciez. Je me retrouve complètement absorbée lorsque je joue avec mon chat Gina ou lorsque je nage dans notre piscine. Cette activité me permet de me déconnecter complètement de ce que je faisais et de revenir avec une nouvelle perspective. Changez de cap, absorbez-vous physiquement ou émotionnellement après une immersion cognitive dans les marchés. Ces pauses peuvent vous permettre d'effectuer des transactions parmi les plus efficaces. Leçon 24. Commerce énergétique. L'énergie est l'une des dimensions importantes du bien-être psychologique. Le bonheur, l'enthousiasme, la motivation et le contentement général sont difficiles à maintenir lorsqu'on se sent épuisé mentalement et physiquement. La fatigue est l'ennemi de la concentration. Le dynamisme physique nourrit une humeur positive et énergique. Nous sommes comme des ordinateurs portables sur batterie, après une utilisation prolongée, nous nous essoufflons. La concentration et l'attention exigent des efforts. Nous finissons par épuiser nos réserves mentales et perdre notre concentration. Cela conduit à des erreurs de trading. Nous manquons des opportunités, négligeons des données importantes, oublions des aspects clés des plans de trading. Lorsque nous sommes épuisés, nous sommes également plus susceptibles de retomber dans nos vieilles habitudes, souvent négatives. Lorsque nous sommes épuisés, nous pouvons nous retrouver à manger par ennui, à nous irriter anormalement lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, ou à nous laisser emporter par des pensées négatives. Voyez les choses ainsi, il faut une concentration soutenue pour rester concentré sur ses objectifs. Pour nous diriger activement, nous avons besoin d'un esprit alerte et actif. Lorsque nous sommes fatigués, nous perdons cette direction active. Nous devenons passifs, réagissant aux événements au lieu de les provoquer. Cette distinction entre trading actif et passif est primordiale. Le trader actif étudie les marchés, identifie les opportunités et exécute et gère consciemment ses transactions pour maximiser ses opportunités. Pour lui, rien n'est laissé au hasard, ou saisir les opportunités, ou se détendre, ou prendre ses profits, ou limiter les pertes, tout est planifié à l'avance. Cela demande du temps, de l'énergie et une concentration soutenue. Un bon trading, en ce sens, relève de la pure intentionnalité, c'est un acte de volonté dirigée. Lorsque nous sommes physiquement épuisés, nous perdons la capacité de maintenir cette concentration intentionnelle. Nous négligeons nos recherches, nous oublions de calibrer le rapport risque-rendement. Nous nous rabattons sur des heuristiques simplistes et concluons des transactions basées sur un raisonnement simple, schéma graphique ou niveau de prix, qui peuvent bien ne présenter aucun avantage réel en termes de risque-rendement. Pire encore, lorsque nous sommes épuisés, nous devenons émotionnellement réactifs et nous nous retrouvons à courir après les prix les plus hauts ou les plus bas, ou à appliquer des règles de manière robotique, atténuer les actions faibles dans un marché fort, sans prendre le temps ni l'effort d'évaluer le contexte plus large de nos décisions, une journée de tendance haussière. Gérer son énergie pendant une journée de trading peut se résumer à bien dormir et avoir un sommeil de qualité. Un sommeil interrompu peut vous priver de phases de sommeil importantes et vous laisser sans repos, même après avoir passé de nombreuses heures au lit. Bien manger. Les fluctuations de glycémie peuvent nuire à la concentration. Un excès de caféine et de sucre peut provoquer des sursauts temporaires, mais peut aussi entraîner des effets de rebond distrayants. Bien gérer son mental. J'ai constaté que l'alcool et les drogues ont des conséquences néfastes sur les traders au fil du temps, car faire la fête la veille au soir diminue les performances le lendemain. À l'inverse, ceux qui sont concentrés et déterminés dans leur vie personnelle ont tendance à voir cela se répercuter sur leurs activités de trading. Bien gérer son corps. L'exercice physique est l'un des aspects les plus négligés d'un plan de trading. Passer des heures assis devant un écran ne favorise pas la capacité aérobique. Avec le temps, nous perdons notre forme physique et nos batteries se déchargent. Faites des pauses. Rares sont ceux qui peuvent rester les yeux rivés sur un écran et suivre l'évolution du marché toute la journée sans se déconcentrer.
Les pauses pendant les périodes de ralentissement permettent de retrouver l'énergie et la concentration nécessaires lorsque les marchés s'intensifient. Une carrière de trader est un marathon, pas un sprint. Les gagnants se donnent du temps. Aucun de ces points n'est révolutionnaire, mais il est étonnant de constater à quel point de nombreux traders obtiennent de mauvais résultats lorsqu'ils intègrent les 5 facteurs mentionnés dans une liste de contrôle quotidienne. Nous préparons nos transactions, mais nous oublions souvent de nous préparer pour le trading. Comment pouvons-nous nous en tenir à des décisions de trading rigoureuses si nous manquons de constance dans notre discipline personnelle? Lorsque vous êtes votre propre coach de trading, vous ne pouvez pas vous permettre de vous épuiser en travaillant si dur que vous ne puissiez plus travailler. Vous ne pouvez pas non plus négliger votre condition physique au point que, comme la batterie de votre ordinateur portable, vos effets de mémoire vous fassent perdre de plus en plus d'énergie à chaque recharge. Votre mission est de suivre vos profits et pertes quotidiens en fonction de 2 facteurs, votre niveau d'énergie, élevé ou faible, et votre mode de trading, actif, planifié ou passif, non planifié. Ajoutez une simple checklist à votre journal de trading pour vous aider à identifier les corrélations entre votre condition physique, votre niveau de concentration, votre intentionnalité et vos résultats. Si vous manquez d'énergie, vous manquerez de concentration. Si vous manquez de concentration, vous manquerez d'intentionnalité. Si vous manquez d'intentionnalité, vous ne pourrez pas suivre vos plans de trading. Si vous ne calculez pas et n'appréciez pas ces corrélations par vous-même, vous aurez peu de chances de maintenir la motivation nécessaire pour aborder, avec constance, les 5 domaines ci-dessus. Une fois que vous aurez constaté que votre niveau d'énergie est directement lié à la qualité de vos transactions et à vos résultats, vous vous encouragerez à établir une routine quotidienne axée sur le sommeil, l'alimentation, l'exercice et un mode de vie sain. Vous pourrez également surmonter la culpabilité ou la peur de quitter l'écran et comprendre que les opportunités ne dépendent pas seulement de l'évolution des marchés, elles dépendent aussi de votre capacité à en tirer profit. Indice de coaching. De nombreux traders négligent leur vie de famille, conjoint, enfants, et se concentrent sur leur travail. La culpabilité et la distraction qui en résultent, liées à ces besoins non satisfaits, finissent par nuire davantage à leur performance que le temps qu'il aurait fallu pour passer des heures de qualité ensemble. Le ressourcement mental que procurent les vacances, même les week-ends, peut renouer les liens familiaux et dynamiser le travail. Si vous êtes trop épuisé par votre vie personnelle, vous n'êtes probablement pas efficace dans vos transactions. Il n'est pas nécessaire d'avoir une vie parfaitement équilibrée, peu d'entre nous l'ont, mais un déséquilibre dans votre vie sape votre énergie, votre concentration, votre optimisme et vos efforts. Leçon 25, intention et grandeur, exercice du cerveau. Par le jeu. L'un des concepts fondamentaux de l'ouvrage, la psychologie du trading, est l'intentionnalité. On peut définir l'intentionnalité comme la capacité à maintenir une activité intentionnelle dans la durée. La capacité à maintenir son attention et sa concentration, à coordonner une série d'activités vers un objectif précis et à essayer constamment différentes approches pour résoudre un problème jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Toutes ces manifestations de l'intentionnalité. Comme indiqué précédemment, il existe un lien fascinant entre intentionnalité et bien-être psychologique. Dans ses études sur le flow, Mihaly Csikszentmihalyi a constaté que ces moments d'intense concentration résultent d'une absorption totale dans ses activités. C'est lorsque nous sommes pleinement concentrés sur ce que nous faisons que nous atteignons un état où la performance semble presque naturelle et sans effort. Cet état est extrêmement agréable et, chez les personnes créatives, constitue une récompense psychologique à part entière. En réalité, la passion du créateur pour son œuvre représente une passion pour le flow. Une performance exemplaire apporte ainsi sa propre récompense, un système de rétroaction psychologique au cœur de l'excellence. Ceci explique en partie les conclusions du chercheur Dinkis Simonton, selon lesquelles les individus exceptionnels, dans diverses disciplines, sont exceptionnellement productifs. Ils maîtrisent l'art de travailler dans leur zone de performance, faisant de l'effort soutenu une fin en soi. Leur productivité est le résultat d'une sorte de dépendance positive, la recherche de l'euphorie de la zone de performance pour elle-même. Comme le souligne Elkonon Goldberg dans son excellent ouvrage The Executive Brain, les différentes facettes de l'intentionnalité attention, planification, raisonnement, sont des fonctions du cortex frontal. Ces recherches suggèrent également un degré surprenant de plasticité cérébrale. En utilisant les fonctions cérébrales, on exerce ces régions et on renforce leurs fonctions, tout comme aller à la salle de sport développe nos muscles et notre endurance. À tout moment, notre niveau d'intentionnalité peut être relativement fixe. Nous ne pouvons exercer notre cerveau qu'à un certain point avant d'être fatigués par l'effort et d'avoir besoin de repos.
Avec le temps, cependant, nous pouvons développer la capacité intentionnelle de notre cerveau en exerçant ses fonctions du cortex frontal. Tout comme soulever des poids est le meilleur moyen de développer notre force, s'engager dans un effort soutenu et dirigé est le meilleur moyen de cultiver nos capacités intentionnelles. Lorsque nous poursuivons des objectifs avec effort, nous développons notre intentionnalité et notre libre arbitre. On pourrait penser que le trading devrait être un excellent exercice mental pour cette raison même. Or, ce n'est pas forcément le cas. Nous pouvons cliquer et placer des ordres sans effort et sans réflexion dirigée. C'est le trading passif décrit dans la leçon précédente. Lorsque nous négocions sans intention précise, nous n'utilisons pas nos muscles mentaux. Plus généralement, lorsque nous vivons en pilotage automatique, ces muscles s'atrophient. Nous connaissons tous des personnes qui semblent passer d'une activité à l'autre, apparemment indifférentes aux conséquences à long terme de leurs actes. Elles dépensent de l'argent et s'enlisent dans les dettes, elles se lancent dans des relations et rejouent d'anciens conflits. Gurdjieff décrivait cela comme une tendance à vivre mécaniquement, comme si nous étions des machines à stimuli-réponse. On le constate chez les retraités, après avoir fonctionné passivement pendant un certain temps, même les plus petits efforts deviennent épuisants. La vie devient mécanique, la capacité d'intentionnalité s'est atrophiée. Tout comme l'exercice d'un groupe musculaire ne développe pas les autres, ou le développement de la capacité aérobique ne confère pas de force musculaire, cultiver une forme d'intentionnalité n'améliore pas nécessairement nos capacités d'autogestion chez les autres. Les day traders à haute fréquence en sont un bon exemple. Ils développent une capacité étonnante à maintenir leur attention devant un écran, tout en suivant les offres et les demandes, les hausses et les baisses, tout au long de la journée. Ces mêmes traders sont souvent incapables de maintenir l'effort mental nécessaire pour s'observer au fil du temps ou analyser systématiquement les marchés afin d'identifier les tendances et les thèmes. De toute évidence, nous sommes plus à même de maintenir notre concentration et notre effort lors d'activités qui nous intéressent et qui correspondent à nos compétences. Le talent créatif qui reste dans le flux y parvient en partie parce qu'il s'en tient au créneau de performance évoqué au chapitre précédent, une sphère de talent, de compétences et d'intérêt. En dehors de ces créneaux, l'effort nécessaire pour obtenir des résultats, la frustration de ne pas les obtenir et l'ennui d'agir en dehors de nos valeurs et de nos intérêts contribuent tous à interrompre le flux et à perturber l'intention. C'est la dynamique décrite dans « Améliorer la performance des traders ». Les talents engendrent des centres d'intérêt, ce qui conduit à une immersion dans le développement des compétences, ce qui conduit à une plus grande fluidité et, à terme, au développement de performances d'élite. C'est l'interaction entre l'état de fluidité et le développement de l'intentionnalité qui crée des courbes d'apprentissage accélérées. Sans fluidité, les talents n'ont aucune possibilité d'évolution. Ils n'évoluent jamais vers des compétences d'élite. De nombreux traders échouent car ils opèrent en dehors des niches définies par l'intersection de leurs talents, centres d'intérêt et compétences. Parce qu'ils tentent quelque chose qui ne les intéresse pas intrinsèquement et qui ne met pas en valeur leurs capacités distinctives, ils rencontrent rarement des états de fluidité, leur trading leur procure peu de bien-être. Sans fluidité, ces traders manquent de motivation pour soutenir leurs efforts, ce qui les empêche de cultiver l'intentionnalité. Ils se demandent alors pourquoi ils ne parviennent pas à respecter leur plan de trading ou pourquoi ils se sabotent avec des transactions impulsives. Les courbes d'apprentissage des traders d'élite cultivent l'intentionnalité à mesure qu'ils développent leurs compétences, ce qui signifie qu'avec le temps, ils peuvent optimiser leurs compétences plus que les autres. Quelle est la première étape du développement des performances? La pratique est la réponse la plus courante, et c'est important, bien sûr. Mais avant de s'entraîner, il faut jouer. Le jeu nous permet de distinguer les activités amusantes de celles qui ne le sont pas. En jouant avec quelque chose, nous découvrons ses joies et ses frustrations, son intérêt intrinsèque. La plupart des traders qui n'ont pas trouvé leur niche n'ont jamais joué avec les marchés. Ils n'ont jamais essayé de trader différents styles, instruments et unités de temps. Ils ignorent ce que c'est que de conserver des positions pendant des semaines, voire quelques minutes seulement. Ces traders ne peuvent pas apprécier la différence entre les transactions basées sur une reconnaissance rapide de modèles et celles basées sur une analyse rigoureuse. Ils tentent d'imiter les autres traders, ou optent pour la voie de la moindre résistance et tradent à partir de schémas graphiques ou d'indicateurs superficiels. Les compétences d'élite ne peuvent jamais se développer dans un tel environnement d'apprentissage, l'intentionnalité est entravée. Les artistes de haut niveau ne s'arrêtent jamais de jouer. Les artistes dessinent, les athlètes participent à des matchs amicaux, les acteurs improvisent. Le jeu est un moyen de se découvrir soi-même, et parfois, on se découvre des passions et des talents qu'on ignorait.
Votre tâche pour cette leçon est de choisir un marché, un style de trading ou un horizon temporel différent de vos habitudes et de réaliser des simulations de trading parallèlement à vos opérations habituelles. Ces simulations doivent documenter des idées de trading réelles et un suivi en temps réel des pertes et profits. Les simulations de trading doivent être gérées comme des simulations réelles, avec des objectifs de profit, des stop-loss et des décisions d'augmentation ou de réduction de position. Par exemple, je gère un petit compte de trading séparé où je teste des idées de trading à long terme. C'est un moyen de valider mes recherches et de découvrir des opportunités avec de très faibles sommes d'argent en jeu. La plupart des idées de ce carnet de croquis peuvent ne pas porter leurs fruits, mais il suffit d'un seul essai prometteur pour ouvrir de nouvelles perspectives. Cela me permet de garder l'esprit vif et de maintenir une vision globale du marché lorsque je place des transactions essentielles à court terme. Surtout, cela me permet de savoir quelles idées et stratégies de trading captent vraiment mon intérêt et mon imagination, celles qui peuvent constituer la base prometteuse d'une nouvelle niche. En explorant le trading, on évite la stagnation, on découvre également des niches qui soutiendront intentionnalité et performance. C'est ainsi que l'on construit une carrière de trader et que l'on développe les muscles mentaux qui propulsent les performances vers des niveaux toujours plus élevés. Indice de coaching. Si vous structurez votre préparation au trading comme vous structureriez vos séances d'entraînement physique, vous renforcez chaque jour votre capacité à maintenir votre intention. J'ai récemment observé un trader entrer sur un trade avec une idée forte. Il a été stoppé, mais est revenu sur le même trade sur un nouveau signal. Ce dernier a également été stoppé. Il est entré une troisième fois, puis a profité d'une tendance pour réaliser un gain très important. Sa résilience était due à sa persévérance, sa capacité à maintenir son objectif au fil du temps, malgré la fatigue et le découragement. Sa préparation assidue chaque jour l'a conditionné à fournir des efforts supplémentaires lorsque cela comptait, à un moment où la plupart des autres auraient abandonné l'idée. En investissant dans le développement du trading, vous préparez non seulement votre esprit, mais aussi votre volonté. Leçon 26, cultivez l'esprit calme. Quand on pense au bien-être psychologique, on pense naturellement à la joie, au plaisir et à la vigueur. La sérénité est une autre facette du bien-être, un esprit libéré des pensées et des émotions distrayantes. À bien des égards, la sérénité est essentielle à la performance de haut niveau. Un esprit apaisé permet de se concentrer pleinement sur les tendances du marché. La plupart d'entre nous passons trop de temps assaillis par des stimuli pour atteindre un niveau de sérénité élevé. Interactions sociales, télévision, radio, lecteurs de musique, téléphone portable, panneaux d'affichage et ordinateurs. Une grande partie de notre journée se déroule dans un mélange d'images et de sons. Chacun attire notre attention, nous divertit de l'extérieur, mais nous pousse toujours plus à nous stimuler intérieurement. En l'absence de capacité à générer notre propre stimulation, beaucoup d'entre nous l'assimilent à l'ennui. L'ennui est un état de vide, de frustration, où rien n'intéresse. À bien y réfléchir, cependant, on s'aperçoit que l'ennui trahit une forme de vide intérieur, une incapacité à trouver des objets d'intérêt dans notre monde intérieur et extérieur. L'aversion pour l'ennui est à l'origine de nombreux problèmes de trading. Pour y remédier, les traders fabriquent des transactions, surnégocient et subissent des pertes. Ils prennent des risques inhabituels et prennent des positions trop audacieuses pour maintenir leur enthousiasme et leur intérêt. Il est ironique que de nombreux traders considèrent l'émotion comme leur ennemi, alors qu'en réalité, c'est l'ennui des marchés calmes qu'ils redoutent particulièrement. Mais l'aversion pour l'ennui nuit au trading de manière bien plus subtile. Comme je l'ai souligné dans l'ouvrage « Enhancing Trader Performance », l'expertise en trading repose sur la capacité à détecter et à exploiter les schémas qui se produisent au sein de données bruitées. Des expériences d'apprentissage implicites suggèrent que nous pouvons détecter des schémas complexes dans des situations sans être capables d'en verbaliser la nature spécifique. Cela se produit régulièrement lorsque nous percevons un marché se comporter différemment de la normale, ou lorsque nous ressentons un malaise face à une conversation. Les jeunes enfants construisent des phrases grammaticales sans en connaître les règles. Ils ont rencontré tellement d'exemples de langage correct qu'ils savent ce qui sonne juste et ce qui sonne faux. À l'instar des traders et des interlocuteurs, ils développent un sens aigu des schémas et des écarts par rapport à ceux-ci. Cette intuition, base de toute intuition valable, n'est pas une simple intuition. Elle résulte d'innombrables répétitions de schémas complexes. Au début, j'avais du mal à rester sur ma voie. Avec l'expérience, j'anticipe maintenant les accidents potentiels à plusieurs voitures devant moi. Il m'arrive souvent d'appuyer sur le frein ou d'augmenter ma vigilance avant même d'avoir conscience de la situation préoccupante. Si nous devions nous appuyer sur un raisonnement explicite pour toutes nos activités, nous ne serions jamais capables de réagir rapidement au danger.
Du point de vue de l'évolution, il est logique que nous puissions développer un sens de la réalité, ainsi qu'une compréhension conceptuelle. L'accès à l'intuition exige un esprit calme. Les personnes très intuitives ne s'ennuient pas dans le calme, et même s'y épanouissent. Lorsque notre attention est divisée et distraite, nous perdons notre sensibilité. En effet, la reconnaissance implicite des schémas se manifeste par un ressenti corporel, une forme subtile de conscience. Si je ne prête pas attention à ces signaux subtils de l'esprit et du corps, je passe complètement à côté de signaux. Dans un tel état, nous ne pouvons pas saisir les nuances des conversations ni les variations, même minimes, des habitudes de circulation. Nous perdons des informations précieuses et une grande partie de notre capacité à réagir rapidement en fonction de schémas intériorisés. Pire encore, dans un état de distraction chronique, nous ne maintenons jamais l'attention nécessaire pour internaliser les schémas complexes du marché. C'est pourquoi la sérénité, un esprit calme, est si importante. Avec un esprit calme, nous pouvons être attentifs aux signaux subtils de la reconnaissance des schémas. Sans distraction, nos antennes sont déployées, capables de capter les signaux des situations qui nous semblent justes et celles qui ne le sont pas. Le trader expérimenté a observé tant de marchés et perçu tant de relations entre les variables de marché qu'il apprend à se fier à ces signaux instinctifs. Ce n'est ni mystique ni irrationnel. Tout comme un chuchoteur de chevaux peut ne faire qu'un avec le cheval, comprenant les communications les plus subtiles, un trader expérimenté peut entendre les murmures des marchés. Mais si l'esprit est bruyant, les murmures sont noyés. Ceux qui craignent l'ennui ne parviennent jamais à la sérénité. Les deux étapes essentielles pour atteindre la sérénité sont un corps calme et une pensée concentrée. C'est là que le biofeedback peut être extrêmement utile aux traders. Il offre une méthode structurée pour apprendre à apaiser son esprit. Le biofeedback que j'utilise actuellement est l'appareil M-Wave de HeartMath, www.heartmath.com. Il mesure la fréquence cardiaque et sa variabilité, VFC. Le doigt de l'utilisateur pénètre dans un petit capteur, connecté à un ordinateur équipé du logiciel de biofeedback. Les mesures de VFC s'affichent sur un graphique. À mesure que la valeur augmente, les valeurs du graphique deviennent sinusoïdales. À mesure que la valeur baisse, les courbes deviennent irrégulières et arythmiques. L'objectif est de maintenir des courbes aussi sinusoïdales que possible. Une fonction affiche également la proportion de VFC élevée, moyenne et basse au fil du temps, accompagnée de bips sonores. Vous pouvez ainsi fermer les yeux, par exemple, pendant une séance d'imagerie guidée, et continuer à suivre votre VFC. Même les enfants peuvent utiliser l'appareil en cliquant sur les fonctionnalités des jeux vidéo qui permettent de jouer en maintenant des valeurs de VFC élevées. Après un certain temps d'utilisation du biofeedback, on apprend que rester immobile, concentrer son attention et respirer profondément et rythmiquement est le meilleur moyen d'obtenir des scores de VFC élevés. Les utilisateurs peuvent régler différents niveaux de difficulté pour développer leurs compétences. l'M-Wave est donc un outil d'entraînement, qui apprend aux utilisateurs à contrôler leur corps et leur esprit, et un moyen de suivre leur attention focalisée au fil du temps. D'autres appareils similaires existent, par exemple, Journey to the Wild de Divine. La facilité d'utilisation et l'attrait de l'interface graphique dicteront les préférences de la plupart des traders. Si je devais investir dans un seul outil psychologique pour faciliter le trading, ce type d'appareil de biofeedback serait mon choix. Il est très portable et peut même être utilisé en temps réel pendant le trading, avec l'écran de rétroaction réduit mais le son activé. Le biofeedback est un outil permettant de s'entraîner à contrôler le niveau d'excitation du corps et de l'esprit. Lorsque vous êtes votre propre coach de trading, il est important de maintenir votre esprit en forme, tout comme un athlète se maintient en bonne condition physique. Je trouve que 5 à 10 minutes chaque matin avant de commencer à trader sont utiles pour apaiser votre esprit. Pendant ce temps, restez parfaitement immobile, assis confortablement, et respirez profondément, lentement et de manière très rythmée. Vous pouvez garder les yeux fermés et concentrer votre attention sur votre respiration, des images apaisantes ou une musique douce au casque. L'essentiel est de rester dans cet état de Yoda décrit dans la psychologie du trading, très détendu, mais très alerte et concentré. En pratiquant cela chaque jour, vous développez vos compétences et pouvez finalement apaiser votre esprit à la demande, avec seulement quelques respirations profondes et rythmées. C'est extrêmement utile pendant les périodes chargées de la journée de trading, vous évitant ainsi de devenir impulsif et réactif face aux fluctuations des marchés. Tout comme vous vous préparez pour la journée de trading en étudiant les mouvements récents du marché, en examinant les graphiques et en identifiant les opportunités, il est judicieux de vous préparer mentalement pour développer l'état d'esprit nécessaire à la mise en valeur de vos idées. Votre objectif est de consacrer une partie de votre matinée à la préparation mentale et à la création d'un esprit serein.
Si vous avez du mal à maintenir l'effort ou à atteindre cet état d'esprit de Yoda, pensez à intégrer le biofeedback à votre routine matinale, à l'instar des athlètes qui s'entraînent quotidiennement sur des tapis de course et des appareils de musculation. Maîtriser son état d'esprit est essentiel pour maîtriser ses performances. Si vous parvenez à maintenir votre sérénité dans les moments les plus ennuyeux du marché, vous serez bien préparé à saisir les mouvements lorsque les marchés reprendront. Indice de coaching. Si placer des ordres est votre principale source de stimulation sur les marchés financiers, vous risquez de surtrading. En cultivant des relations collaboratives avec vos pairs et en développant des routines pour générer des idées et des thèmes de trading, vous éviterez l'ennui pendant les périodes de ralentissement. Autre marché, autre horizon temporel. Pour le trader passionné, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Leçon 27. Développer la résilience émotionnelle. 3 traders placent exactement les mêmes transactions, tous perdent de l'argent. Le premier se décourage, maudit le marché et abandonne pour la journée. Le deuxième réagit avec frustration, jure de récupérer son argent, trade de manière plus agressive et perd une fortune sur la journée. Le troisième se replie, réévalue sa stratégie, attend une zone d'opportunité claire et place une bonne transaction qui lui permet de revenir à égalité. Quelle est la différence entre ces traders? La littérature en psychologie parle de résilience, la capacité à maintenir un niveau de fonctionnement élevé même face à un stress important. Une personne résiliente, par exemple, peut perdre son emploi, tout en restant performante à la maison et en mettant en œuvre une stratégie efficace pour trouver un nouvel emploi. La personne qui manque de résilience est déstabilisée par la perte de son emploi. Cela interfère avec d'autres aspects de sa vie et rend difficile la recherche de nouvelles opportunités. L'une des principales raisons du manque de résilience chez de nombreuses personnes est qu'elles prennent personnellement les événements négatifs. Leur estime de soi est en partie liée à leur propre destin. Lorsque les choses se passent bien, elles se sentent bien. Lorsqu'elles rencontrent des obstacles, elles se découragent, doutent et sont frustrées. Au lieu de les gérer directement et de manière constructive, elles réagissent aux émotions suscitées par leur personnalisation des événements. Un exemple inspirant de résilience est la survie de l'auteur Viktor Frankl dans un camp de concentration nazi. Il s'est mis à écrire un livre, d'abord sur des bouts de papier, puis dans sa tête, pendant son internement, lui donnant un but, une raison de continuer. D'autres, ayant vécu les mêmes conditions horribles, n'ont pas eu ce but et ont finalement péri. L'essentiel de la persévérance consiste à nourrir une raison de persévérer, un but et une vision plus élevée. Les survivants sont ceux qui ont une vision et un objectif plus grand que eux-mêmes. J'ai récemment étudié une nouvelle tendance que je souhaitais trader et j'ai vu une opportunité dans le trading matinal. J'ai hésité entre une petite transaction et une plus normale. J'ai pensé que la transaction jouerait contre moi et j'ai réalisé que je ne voulais pas perdre d'argent sur une idée relativement peu testée. Avec cette petite transaction, je ne me souciais pas des implications de sa rentabilité pour mon portefeuille. Une transaction plus importante aurait pu impacter ma performance de la semaine, ce qui aurait été frustrant pour moi. J'ai donc placé cette petite transaction, observé la tendance en temps réel, réalisé un petit profit et commencé à l'intégrer à mes transactions habituelles. En choisissant la taille de mes transactions, je laissais ma résilience psychologique dicter ma prise de risque. En négociant à mon niveau de résilience, je restais dans une position favorable, quel que soit le résultat de la transaction. Comment me sentirais-je si je suis stoppé ? Dictait la taille de mes transactions. Certes, cela peut aller jusqu'à l'extrême, voire à l'aversion au risque. On peut prendre si peu de risques sur les transactions que l'on diminue considérablement le potentiel de rendement. L'essentiel est de se connaître soi-même et surtout de connaître les limites de sa résilience. Il m'arrive de rêver de placer une transaction exceptionnelle sur une idée prometteuse et d'encaisser un profit colossal. Je suis cependant conscient qu'une telle transaction peut écraser ma résilience. Dès que la position se retournerait contre moi, même lors d'une excursion défavorable normale et prévisible, je stresserais à cause des dollars perdus. Cela m'empêcherait sans aucun doute de gérer la transaction efficacement. Les traders performants apprennent à développer leur résilience au fil du temps et à s'adapter à des situations de stress qui, à un moment donné, auraient pu être accablantes. Cette petite transaction que j'ai récemment placée aurait été considérée comme une transaction importante à la fin des années 1970, lorsque j'ai effectué mes premières transactions. Aujourd'hui, elle n'a plus aucune conséquence émotionnelle. L'expérience favorise l'adaptation. Nous pouvons généralement gérer des situations familières avec une grande résilience. En maîtrisant un niveau de difficulté, nous développons notre résilience pour le niveau suivant. Le moyen le plus efficace de développer sa résilience émotionnelle est de subir des baisses régulières et de constater, par sa propre expérience, qu'on peut les surmonter.
nos pertes nous donnent la conviction profonde que nous pouvons les surmonter et, finalement, prospérer. Une personne qui a traversé de nombreux revers et s'en est remise acquiert la confiance nécessaire pour retomber sur ses pieds dans presque toutes les situations. Le trader qui subit des baisses répétées, pour ensuite atteindre de nouveaux sommets boursiers, sait qu'il n'a rien à craindre lors des replis normaux des performances. En tant que coach de trading, votre défi consiste non seulement à maintenir un niveau élevé de résilience, mais aussi à la développer au fil du temps. Un exercice utile consiste à développer la routine de ma transaction récente et à visualiser clairement les scénarios les plus pessimistes pour les transactions que vous placez. Autrement dit, une fois votre niveau de stop défini, visualisez comment vous vous sentiriez et réagiriez dans ce scénario pessimiste. Plus important encore, réfléchissez à votre prochaine action, y compris à votre prochaine transaction potentielle. Autrement dit, répétez mentalement le comportement résilient que vous souhaitez cultiver. Imaginez-vous jouer le rôle d'une personne très résiliente. En répétant votre résilience et en agissant selon cette répétition, ce rôle s'intègre davantage à vous. Pour paraphraser Nietzsche, vous trouvez votre grandeur en jouant votre idéal. En trading, nous nous développons. Chaque gain est une opportunité de surmonter l'avidité et l'excès de confiance. Chaque perte est une opportunité de développer sa résilience. Attention, la résilience ne signifie pas se précipiter sur les transactions suivantes après avoir subi des pertes. Le trader résilié est plutôt celui qui peut maintenir son bien-être même après des transactions perdantes normales et prévisibles. En cas de manque de résilience, il devient rétrospectif et réagit à la dernière transaction plutôt qu'à l'évolution suivante du marché. Le trader résilié reste proactif, même face à une perte. Il peut ainsi arrêter ou reprendre ses transactions après une perte. C'est l'application de plans et de stratégies simples et éprouvées, et non une course impulsive vers ou loin du risque, qui définit la véritable résilience. Indice de coaching. Si je demande à un trader comment il se porte et qu'on me répond en dollars, je sais généralement qu'il y a un problème. Les traders expérimentés évaluent leur rendement en pourcentage et non en dollars absolus. Ainsi, par exemple, ils pourraient envisager de réduire leur risque en cas de baisse de 5% sur l'année ou de limiter leur risque sur une transaction à 25 points de base, 0,25% de la valeur de leur portefeuille. Si vous vous étalonnez en dollars, vous aurez du mal à augmenter la taille de vos transactions ou à la faire croître à mesure que votre portefeuille se développe. Standardisez votre vision en pourcentage et vous gagnerez en résilience. Une perte de 20 000 $ sur un portefeuille de 2 millions de dollars ne sera pas significativement différente d'une perte de 500 $ sur un portefeuille de 50 000 $. De même, en réduisant la taille de vos transactions, vous standardisez votre gestion du risque si vous vous étalonnez en pourcentage, plutôt que de laisser courir des pertes sous prétexte qu'elles semblent minimes en dollars absolus. Leçon 28, intégrité et faire ce qu'il faut. La plupart des leçons de ce livre commencent par une discussion sur un problème commercial, puis proposent des solutions. Cette leçon débute par la recommandation, puis progresse à partir de là. Votre devoir est de lire le roman d'Ayn Rand, La source vive. Si vous l'avez déjà lu, vous devrez le relire et le commenter. Pour ceux qui ne connaissent pas le livre, La source vive raconte l'histoire de l'architecte Howard Rourke, génie créatif peu orthodoxe. Ses idées sont confrontées à une opposition farouche, notamment à l'ambivalence de la femme qu'il aime. Tout au long de son parcours, il doit décider s'il doit abandonner ou compromettre ses idéaux, d'autant plus qu'il voit des talents moins talentueux réussir commercialement en se pliant aux exigences de la mode. À bien des égards, La source vive est une étude sur l'intégrité, la difficulté et l'importance de bien faire. Il ne peut y avoir d'estime de soi sans soi, une vision bien définie de qui l'on est et de ce que l'on représente. Il existe de nombreux faux substituts à l'estime de soi, notamment l'approbation des autres et la taille de son compte de trading. En fin de compte, cependant, l'estime de soi repose sur la connaissance de soi et la fidélité à ses valeurs, avoir une vision de ce qui peut être et y rester fidèle. De nombreux traders n'ont d'autre vision que le désir de gagner de l'argent. Il n'y a rien de mal à gagner de l'argent, bien sûr, et pour ceux qui y parviennent par leurs propres efforts, ces gains sont une légitime source de fierté. Cependant, les traders qui tentent de s'accrocher au Saint Graal au lieu de se fier à leur planification et à leur jugement substituent le désir d'un gain rapide et facile au défi plus difficile de développer la capacité à lire et à agir sur les tendances du marché. Une personne qui mène une relation amoureuse durable et une personne qui s'engage dans une aventure d'un soir pratiquent le même acte physique, mais la signification est totalement différente. L'un est une expression d'estime, l'autre est souvent une fuite de soi. Dans de nombreux domaines, nous ne voyons jamais le fruit de notre travail. Nous faisons partie d'une équipe et d'un processus plus vaste.
Le trading est unique en ce sens que nous sommes seuls responsables de nos gains et que nous constatons chaque jour les résultats de nos efforts. En lisant La Source vive, il est instructif de réfléchir à la façon dont Howard Roark aborderait le trading. Rejoindrait-il une société de trading pour compte propre qui recherche frénétiquement des actions en jeu, amortissant mécaniquement les fluctuations ou traquant leurs forces et faiblesses? La simple idée est absurde. Assisterait-il à quelques séminaires ou lirait-il quelques livres pour traders les mêmes schémas graphiques non testés que d'autres débutants? C'est impensable. Non, Howard Roark, le négociant, était un fin connaisseur des marchés, tout comme Roark, l'architecte, était un fervent étudiant des matériaux et des méthodes de construction. Il n'utilisait pas une méthode unique sur tous les marchés, tout comme il ne reproduisait pas le même design pour tous les sites de construction. Au contraire, il étudiait attentivement chaque situation particulière et adaptait sa stratégie au contexte. Roark, le négociant, travaillait à partir de plans soigneusement étudiés, tout comme il travaillait à partir de plans qu'il avait élaborés de toutes pièces. En bref, Roark abordait le négoce de la même manière qu'il abordait l'architecture, comme l'expression de sa vision créative et la joie pure de donner naissance à quelque chose de nouveau et de précieux. Surtout, Roark le trader, comme l'architecte Roark, défendrait une cause. Il aurait une vision des marchés et de leurs évolutions, tout comme il avait une vision du design et de la construction. Ce serait sa vision, et non un emprunt servile à la tradition ou au mode actuel. Il y a fort à parier que cette vision serait non conventionnelle et susciterait un certain scepticisme chez les gourous autoproclamés du trading. Peu importe, Roark le trader resterait fidèle à son modèle. Confronté au choix entre suivre la foule ou agir selon ses convictions, il n'hésiterait pas à faire le bon choix. Chaque grand trader que j'ai connu possède une vision et des méthodes qui lui sont propres. C'est pourquoi la réussite économique du trader Roark est un indicateur tangible de son efficacité et de la justesse de ses efforts. C'est un effet, et non une cause. Il ne trade pas simplement pour gagner de l'argent, pas plus qu'il ne construit pour vendre des maisons et des immeubles de bureaux. Roark, l'architecte, construisait parce que c'était sa vocation. Même sans client, il concevait des bâtiments dans sa tête et sur ses croquis. De même, Roark suivait et analysait les marchés même sans passer d'ordre. Son travail est le prolongement de sa personnalité. Ses profits sont le fruit d'années d'efforts et d'intégrité. Le travail peut consister à élever un enfant, à créer une entreprise, à concevoir un immeuble de grande hauteur ou à développer un cadre unique d'analyse et de négociation sur les marchés financiers. Pour réussir, chacun de ces métiers exige un effort soutenu et dévoué, une vision de ce qui peut être, et la volonté de poursuivre cette vision, même lorsqu'il est plus confortable de passer à côté. C'est là la véritable source de la résilience émotionnelle, une fierté et une estime si profonde qu'on refuse tout compromis face aux échecs et aux déceptions. Qu'est-ce qui vous est propre dans votre trading? Qu'avez-vous développé qui vous distingue le plus en tant que trader? Quelle est la vision qui sous-tend votre trading? C'est votre cœur, votre essence de trader. Lorsque vous tradez bien, vous restez fidèle à cette essence, et cela vous sera utile dans les moments les plus difficiles. Si vous ne pouvez pas fournir de réponses précises à ces questions, êtes-vous vraiment prêt à risquer votre capital? Aurez-vous vraiment la confiance nécessaire pour affronter l'adversité, en vous appuyant uniquement sur des idées et des méthodes empruntées? Lisez attentivement le chapitre 9 de ce livre. Vous verrez que les traders expérimentés construisent leur carrière en analysant les marchés par eux-mêmes, puis en restant fidèles à leurs idées et à leur intuition. Indice de coaching. Cette leçon montre pourquoi il est si important de suivre ces plans de trading. Ces plans peuvent ne pas être parfaits et parfois ne pas fonctionner correctement. Cependant, si vous souhaitez renforcer votre confiance en votre jugement et vous entraîner à agir avec intégrité, il n'y a pas d'autre solution que de suivre les idées que vous croyez justes. Vous ne pouvez pas gagner en confiance en abandonnant vos convictions et en contredisant vos perceptions. Plus vous aurez une vision claire du marché, en planifiant vos actions selon différents scénarios et en justifiant vos transactions, plus il vous sera facile d'agir selon votre jugement et de constater, par vous-même, vos progrès et votre croissance. Leçon 29. Maximisez votre confiance et restez avec vos métiers. La gestion des risques et l'importance des stop-loss ont fait couler beaucoup d'encre. Idéalement, un stop-loss est le point qui vous indique que votre idée de trading initiale est erronée. Les traders établissent des stops fermes, plus proches du point d'entrée que des objectifs de prix, et contribuent à garantir un profil risque-rendement favorable pour chaque transaction. On reconnaît généralement un trader professionnel à sa façon de clôturer une transaction perdante. La sortie est automatique et ne doit pas être source de désarroi. La perte fait partie intégrante du jeu. Les bons traders en tirent des leçons et les utilisent pour réviser leurs prévisions de marché.
Une transaction perdante peut ainsi préparer la prochaine transaction gagnante. Bien plus difficile pour de nombreux traders et beaucoup moins remarqué, le stop profit est une pratique courante. Les traders qui adhèrent scrupuleusement au stop loss peuvent avoir du mal à laisser leurs profits s'accumuler sur leurs transactions gagnantes. Ils bloquent ces profits prématurément, réduisant ainsi la part de gain du profil risque-rendement. Au fil du temps, ces traders peinent à réussir, car leurs transactions gagnantes ne sont finalement pas beaucoup plus importantes que leurs pertes, et parfois même moins importantes. Plusieurs raisons expliquent pourquoi les traders ont tendance à réduire leurs profits. L'une d'elles est qu'ils ne parviennent pas à identifier clairement leurs objectifs de profit comme les points stop-loss. Ces objectifs peuvent dépendre de plusieurs facteurs, tels que la volatilité globale du marché, la présence de niveaux de support et de résistance distincts, et l'horizon temporel de la figure négociée. Par exemple, nombre de mes transactions reposent sur des analyses historiques de la probabilité d'atteindre des niveaux de prix particuliers, plus haut ou plus bas de la veille, niveau de points pivot basés sur les plus hauts, plus bas et clôture de la veille. Ces niveaux servent ensuite de cible pour les configurations. Il est beaucoup plus facile de maintenir une transaction lorsqu'on a un objectif précis en tête, tout comme il est plus facile d'être productif lorsqu'on a un objectif clair. Sans objectif prédéfini, il est facile de se laisser emporter par les fluctuations du marché, agissant par peur et par cupidité, sans rapport avec l'idée initiale de la transaction. Un autre facteur à l'origine de ces scénarios de stop profit est le manque de confiance dans ces idées de trading. Tester ces configurations de trading présente l'avantage majeur de permettre d'estimer les probabilités historiques d'un marché en votre faveur. Cette connaissance peut vous apporter la sécurité nécessaire pour mener la transaction à son objectif final. Lorsque des configurations et des schémas de trading sont empruntés à d'autres sans test préalable, que ce soit par le biais de vos propres simulations de trading ou d'une analyse historique, il est difficile d'avoir une confiance profonde dans ces idées. Lorsque les marchés connaissent des retracements normaux en route vers un objectif de profit, ces excursions défavorables deviennent difficiles à surmonter. Au lieu de les considérer comme des opportunités potentielles d'augmenter la position à des prix intéressants, il est facile de les percevoir comme des menaces pour les profits théoriques. Enfin, l'aversion au risque d'un trader peut jouer un rôle dans l'arrêt prématuré des profits. Imaginez que vous ayez le choix entre un profit certain de 1000 $, une chance sur 2 de 1500 $ et une chance sur 2 de 500 $. Au fil du temps, prendre 75% de risque vous fera gagner plus d'argent. Néanmoins, à tout moment, il peut sembler insensé de renoncer à 1000 $. Dans ce cas, la décision est prise autant pour la tranquillité d'esprit du trader que pour sa rentabilité globale. De même, les traders peuvent fixer des seuils de profit pour obtenir un sentiment de certitude, et non pour maximiser leur rendement. Mener une transaction à son objectif exige un niveau de sécurité exceptionnel et une capacité à tolérer l'incertitude. À mesure que la transaction évolue en votre faveur, vous disposez de plus de profits papier que vous exposez à des risques futurs, même si le profil risque-rendement reste favorable. Cette capacité à supporter l'incertitude d'une transaction alors que les profits s'accumulent exige une confiance particulière dans le plan de trading initial. Ironiquement, il faut plus de confiance pour maintenir une transaction lorsqu'elle évolue en votre faveur que si elle reste dans une fourchette étroite, simplement parce que davantage de profits papier sont en jeu. Il faut généralement plus de confiance pour s'engager sur une transaction gagnante que pour y entrer. Alors, comment atteindre le niveau de confiance nécessaire pour mener à bien de bonnes transactions ? Souvent, ce n'est pas la perte des profits théoriques en soi qui constitue la véritable menace pour les traders. Après tout, si une transaction évolue favorablement et que vous augmentez prudemment votre stop-loss au seuil de rentabilité, vous ne serez jamais pénalisé par une excursion défavorable soudaine et inhabituelle. Aussi décevante que puisse être la perte d'un profit théorique, elle ne constitue guère, en soi, une menace pour votre compte. La menace pour les traders réside plutôt dans la façon dont ils géreraient un tel retracement. Souvent, leur attitude deviendrait très négative face aux pertes de profit. Ils pourraient se critiquer pour l'opportunité manquée ou sombrer dans un état de frustration inconfortable. Au lieu de considérer l'inversion d'un gain comme une simple perte, un simple échec, ils la traitent comme une situation appelant à la culpabilité. C'est l'auto-accusation et le malaise de la remise en question que les traders évitent, et non la perte en dollars, papier, elle-même. On n'a jamais tort de prendre un profit, est une attitude qui témoigne davantage de cette réalité psychologique que de la nécessité logique de prendre des gains plus importants que des pertes. Les traders pensent souvent gérer une transaction lorsqu'ils la quittent prématurément, alors qu'en réalité, ils gèrent leurs pensées et leurs sentiments à son sujet. La confiance est en grande partie liée à la confiance.
Vous avez confiance en votre mariage parce que vous faites confiance à votre conjoint. Vous avez confiance en votre conduite parce que vous avez confiance en votre capacité à manœuvrer la voiture dans des conditions routières changeantes. Si vous ne mettez pas en pratique vos idées de trading, c'est-à-dire si vous ne les menez pas à bien, vous sapez votre confiance en vous empêchant de développer cette confiance. Tout comme la méfiance envers son conjoint ne peut pas garantir la sécurité d'un mariage, ne pas se fier à ses idées éprouvées ne peut pas apporter de la confiance dans vos transactions. Vous ne pouvez supporter l'incertitude d'une transaction qui évolue en votre faveur qu'en constatant, par votre propre expérience, que l'inconfort est supportable et que vous gagnez bien plus que vous ne perdez en vous en tenant à vos transactions planifiées. En tant que coach de trading, il est important que vous instauriez à la fois confiance et assurance dans vos transactions. Cela peut se faire de deux manières. Instaurer un état d'esprit confiant. Avant de commencer à trader, il est important de vous entraîner mentalement à la manière dont vous vous parleriez si vous deviez annuler une transaction après avoir réalisé un profit théorique. Plus précisément, vous adopterez l'état d'esprit, qui ne risque rien à rien. Il est acceptable d'annuler un petit pourcentage de transactions si cela vous permet d'en conserver un pourcentage plus important, plutôt qu'un état d'esprit auto-accusateur et frustré. Préparez-vous à l'avance aux fluctuations défavorables afin d'éliminer une grande partie de leur valeur de risque. Misez sur les petits changements. Un principe de thérapie brève utile consiste à amorcer des changements importants en commençant par de petits changements. En faisant ne serait-ce qu'une petite partie de ce qui est juste, vous fournirez le feedback et les encouragements nécessaires pour étendre ces efforts. En trading, c'est simple. Même si vous supprimez une grande partie de votre position avant l'objectif prévu, conservez une petite partie de la position pour atteindre l'objectif ou l'annuler. Cela préserve les profits et apaise l'aversion au risque, tout en vous permettant de vivre l'expérience directe de la réalisation de vos idées. Au fil du temps, vous pouvez partir sur des pièces plus grandes et ainsi améliorer les performances. La confiance ne dépend pas seulement de votre façon de penser, mais aussi de votre façon d'agir. Si vous agissez de manière à vous fier à votre jugement, vous aurez l'occasion de le voir s'avérer efficace, ce qui renforcera votre confiance. Malheureusement, le scénario du « stop profit » est aussi celui du « stop confiance ». En agissant avec confiance, même à petite échelle, vous vous entraînez à avoir confiance en vous et à l'intérioriser plus profondément. Indice de coaching. Le revers de la médaille du trader impulsif est le perfectionniste. J'ai vu de nombreux traders proposer d'excellentes idées de trading, mais ne jamais les concrétiser, le marché n'ayant jamais atteint les niveaux d'entrée souhaités. Trouver une idée gagnante et la voir se concrétiser sans votre participation peut être extrêmement frustrant. Ne laissez pas la perfection devenir l'ennemi du bien. Si vous avez une idée fantastique, par exemple, si vous constatez une rupture de marché et entrez dans une tendance, intégrez-la avec au moins une petite partie de votre position maximale. Si la tendance est positive, vous pourrez toujours la renforcer ultérieurement lors de mouvements de contre-tendance. Si elle est négative, vous pourrez la clôturer avec une perte modeste. Mais essayez toujours de laisser vos positions de trading exprimer vos convictions. Vous gagnez toujours psychologiquement à agir avec confiance. Leçon 30. Faire face, transformer le stress en bien-être. Nous avons vu que le stress ne se transforme pas forcément en angoisse s'il est équilibré par un bien-être généreux. Il est possible de supporter des niveaux élevés de défis, de pression et d'incertitude si son travail est significatif et si ses efforts sont récompensés. L'adaptation peut être considérée comme un ensemble de stratégies permettant de gérer les situations stressantes afin qu'elles ne deviennent pas angoissantes. En gérant efficacement les risques et les incertitudes des marchés, ainsi que les exigences de l'apprentissage, les traders peuvent contribuer grandement à maintenir un équilibre émotionnel favorable. La recherche en psychologie montre qu'il n'existe pas de stratégie d'adaptation unique et efficace. Au contraire, chaque personne, avec ses personnalités et ses besoins, adopte des schémas d'adaptation différents pour gérer au mieux les situations. En tant que coach de trading, il est important de savoir comment gérer au mieux le stress lié au trading, afin de pouvoir activer ces stratégies à la demande. Cette connaissance est particulièrement cruciale car, en période de stress intense, nous retombons souvent dans de vieux schémas d'adaptation bien rodés, qui ont pu fonctionner un jour, mais qui ne sont pas toujours adaptés à la situation actuelle. Un schéma d'adaptation évitant a pu fonctionner dans des situations professionnelles antérieures impliquant des conflits interpersonnels, mais serait désastreux s'il était utilisé au milieu d'une transaction perdante sur un marché en forte évolution. Adopter ce qui nous vient naturellement n'est pas forcément la meilleure stratégie pour gérer le stress. Comme nous le verrons au chapitre 5, ces modes d'adaptation passés et surappris nous enferment souvent dans des schémas de problèmes cycliques.
Un exemple que je rencontre fréquemment concerne les traders qui utilisent des stratégies d'adaptation très conflictuelles. Nombre d'entre eux ont une personnalité agressive et réussissent en affrontant les défis de front. Cela peut s'avérer très efficace lorsqu'il s'agit de négocier un accord commercial ou de gérer une mauvaise nouvelle. Sur les marchés, cependant, la réponse agressive n'est pas toujours la meilleure. Face à une série de transactions perdantes, ce qui nous arrive à tous, les traders peuvent devenir plus agressifs et affronter la situation en investissant davantage et en valorisant leur position. Cette façon de gérer la frustration conduit un trader à prendre un risque maximal lorsqu'il perçoit le marché avec une visibilité réduite, ce qui peut conduire à des baisses catastrophiques. On reconnaît souvent l'échec de ces stratégies d'adaptation en repensant à ces actions et en se demandant ce qui a bien pu nous conduire à agir ainsi. Comment savoir quelle stratégie d'adaptation fonctionne le mieux dans certaines situations? Vous trouverez ci-dessous une liste de contrôles qui vous aidera à identifier vos différentes façons de gérer les problèmes de trading. Pour l'exercice de cette leçon, je vous invite à repenser à plusieurs situations où vous avez géré des problèmes de trading efficacement et à plusieurs situations où vous les avez mal gérés. À côté de chaque stratégie d'adaptation, cochez la case s'il s'agit d'un mode d'adaptation que vous avez utilisé lorsque vous avez bien géré vos transactions. Ensuite, à côté de chaque élément de la liste, encerclez la case s'il s'agit d'un mode d'adaptation que vous avez utilisé lorsque vous avez mal géré vos transactions. C'est parti! 1. J'ai contacté d'autres personnes pour obtenir des idées ou des commentaires. 2. J'ai pris des mesures pour m'assurer de ne pas réagir de manière excessive. 3. J'ai pris du recul par rapport à la situation et j'ai réfléchi à ce que je devais faire ensuite. 4. J'ai essayé de ne pas faire toute une histoire du problème. 5. J'ai cherché ce que je pouvais retirer de la situation qui m'aiderait à l'avenir. 6. J'ai fait un effort concerté pour m'attaquer au problème sur le champ. 7. J'ai reconnu mon erreur et j'ai agi. 8. J'ai décidé d'arrêter de trader pendant un certain temps et de reprendre du recul. Encore une fois, l'essentiel n'est pas de déterminer les bonnes et les mauvaises stratégies d'adaptation, mais plutôt celles qui ont le mieux fonctionné pour vous, et celles qui ont été associées à des schémas problématiques dans votre trading. Une dimension importante de l'adaptation est l'action « réflexion ». Certaines personnes tirent le meilleur parti d'une action rapide pour reconnaître et relever les défis. D'autres prennent du recul, se ressaisissent, relativisent, réfléchissent à des plans ou consultent d'autres personnes. Une autre dimension clé est la gestion centrée sur les problèmes plutôt que sur les émotions. Certains traders réagissent mieux aux situations en commençant par se défouler et exprimer leurs émotions, en sollicitant l'avis et le soutien d'autrui, et en s'efforçant activement d'atténuer les émotions négatives. D'autres traders réussissent mieux en mettant leurs émotions de côté, en analysant la situation et en s'engageant activement dans une résolution de problèmes. Les traders rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils ne parviennent pas à mettre en œuvre leur meilleure stratégie d'adaptation. Le trader analytique peut être pénalisé lorsqu'il se retrouve à exprimer ses émotions et à affronter les problèmes sans réflexion ni planification préalable. Le trader qui s'épanouit grâce au soutien social et au retour d'autrui a peu de chances de gérer efficacement la situation s'il se décourage et s'isole de ses pairs. En comparant vos meilleures et vos pires stratégies d'adaptation, les moments où vous avez géré les problèmes de trading avec le plus et le moins d'efficacité, vous identifierez ce qu'il faut faire pour maintenir un équilibre favorable entre bien-être et détresse. En suivant votre stratégie de trading lorsque vous êtes performant, vous créez un modèle mental de vos meilleures stratégies pour gérer les difficultés. Ce modèle peut ensuite devenir un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer en cas de difficulté. Intégrez une liste de contrôle à votre journal quotidien. Elle vous permettra de repérer des schémas comportementaux sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour le prochain défi du marché. Indice de coaching. Considérez vos meilleurs et pires schémas d'adaptation comme des séquences d'actions, et non comme des stratégies isolées. Ainsi, par exemple, lorsque je gère bien la situation, je commence par prendre des mesures pour me calmer et me concentrer, puis je m'engage dans des résolutions concrètes. Je gère mieux les pertes en les analysant minutieusement, en identifiant ce qui a mal tourné et en tirant des leçons positives. Lorsque je gère mal la situation, je ne me calme pas et je me culpabilise, ajoutant une deuxième mauvaise transaction à la première pour compenser la perte. Lorsque je gère mal la situation, je n'analyse pas mes pertes, me concentrant plutôt sur des marchés, des instruments ou des configurations plus prometteurs. Cela m'assure de ne rien apprendre de ma perte et que mon erreur se reproduira à un moment ou un autre. Considérez les stratégies d'adaptation comme des séquences de comportement, afin de développer des schémas mentaux pour les actions à entreprendre dans les conditions de marché les plus difficiles.
Cela permet d'éviter que le stress lié au trading ne génère une détresse néfaste à la performance. Fin du chapitre 3. Abonnez-vous à cette chaîne puis cliquez sur le lien situé dans la description pour la suite de ce livre audio. Merci.